On parle d'elle toute la journée en cette rentrée. On ne cesse de déplorer ses records à la hausse. Elle atteint désormais 3 400 milliards, c'est du jamais vu. Je parle de la dette française. Alors on va voir dans un instant comment l'Italie, qui était la lanterne rouge de l'Europe, a réussi à réduire sa dette. Mais d'abord, savez-vous à qui appartient la dette française? Aux banques de notre pays ou plutôt aux fonds étrangers? Savez-vous que vous-même, si vous avez un livret d'épargne, eh bien vous détenez un tout petit bout de cette dette française? Gaspard de Florival et Alain Locassio vous expliquent tout. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous prêtez chaque jour de l'argent à l'État français pour se financer. Comment? À travers vos économies. Assurance vie livret A, votre épargne. Bonjour Monsieur Belloir. Bonjour. Ophélie Janet n'y avait jamais prêté attention, mais une partie de son assurance vie souscrite en 2021 a bien été investie dans la dette française. C'est écrit sur cette petite ligne. Le premier poste d'investissement de votre assureur, c'est un poste qui est investi sur de la dette française. C'est bien ce rendement qui va quelque part contribuer à revaloriser votre contrat. Apprendre que son épargne sert à l'endettement de la France, cela inquiète un peu cette avocate. On sait que la dette française augmente, on sait qu'on n'est pas forcément très bon payeur aussi. Donc oui, on se pose des questions sur qu'est-ce que ça va donner par la suite. Je me dis, est-ce que mon épargne va participer de plus en plus à l'effort de la France? J'en sais rien du tout. Donc même quand vous investissez, quand vous placez de l'argent sur un livret A, il y a une petite part de ces sommes qui contribue au financement de l'État français. Et donc de la dette, c'est ça? Et donc de la dette, quelque part, oui. Alors comment la dette française se retrouve-t-elle dans nos livrets d'épargne? Pour se financer plusieurs fois par mois, l'État cherche à emprunter de l'argent sur les marchés. Banques, fonds de pension, assurances se positionnent et achètent des morceaux de dette que l'on appelle des obligations. C'est comme ça que la dette de la France se retrouve par petits bouts dans nos produits de placement et d'épargne. Parmi les banques françaises qui en détiennent le plus, la Société Générale, la Banque Postale, BNP Paribas, le groupe BPCE et le Crédit Agricole. Au total, Banque et Assurances françaises prêtent environ à l'État 19,6% de ses besoins. Les organismes d'État tricolores comme la Banque de France financent, eux, près d'un quart de la dette française, 24,4%. Mais la majorité de notre dette est détenue hors de nos frontières, au Royaume-Uni par exemple. Au cœur de la City à Londres, Andrew Charlton l'admet, notre dette, il l'adore. Il est le directeur d'une société d'investissement, au portefeuille plutôt bien rempli. Ici, on gère plus de 400 milliards d'euros. Lui investit dans la dette de nombreux pays pour le compte de ses clients, les yeux rivés sur ses écrans. Regardez l'Allemagne, leur taux d'intérêt sur 10 ans, 2,72%. Et puis l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France, autour de 3,5%. Malgré le montant gigantesque de la dette française et notre note dégradée sur les marchés financiers, sa société a augmenté ses investissements le mois dernier. Car notre dette est fiable et rentable selon lui. On n'investit que si on estime que le risque en vaut la peine et qu'on est suffisamment rémunéré. Aujourd'hui, on pense que la France offre un bon équilibre entre risque et rendement. Du coup, on augmente peu à peu nos placements dans les obligations de l'État français, puisque les taux d'intérêt sont plus intéressants. Au total, les investisseurs étrangers détiennent notre dette à 54,7%. L'Allemagne et la zone euro, mais aussi les États-Unis et le Japon. Des pays qui auscultent au quotidien les décisions françaises et pour qui la stabilité politique est décisive lorsqu'il s'agit d'investir dans la dette française. Saviez-vous que le dernier gouvernement français à avoir zéro dette, eh bien c'est celui de François Ier. Depuis, notre État s'endette. Mais si on regarde ces 50 dernières années, y a-t-il eu des périodes où la France était moins endettée qu'aujourd'hui, où on savait en gros mieux tenir nos comptes? Jean-Paul Chapelle et Serhan Ganzer vous proposent une passionnante grande histoire de la dette française. Aujourd'hui, la dette de la France, c'est 3 416 milliards d'euros. Mais comment en est-on arrivé là? Suivez-moi, on va remonter le temps à l'époque où la France n'était pas encore endettée. Nous sommes en 1535, sous François Ier. C'est lui qui lança le tout premier emprunt public pour financer la construction de châteaux et ses nombreuses guerres. Et des guerres, il y en a eu depuis. Après 1945, l'État emprunte pour construire des routes ou installer le réseau téléphonique, bref, pour investir. Ça, c'est de la bonne dette. En 1974, l'endettement de la France est de seulement 17%. Mais les ennuis commencent cette année-là, avec le premier choc pétrolier.
À la télévision, Valéry Giscard d'Estaing en explique les conséquences. Flambée des prix et hausse du chômage. Vous savez que chaque mois, je vous montre cette comparaison. La flèche que voici montre ce qu'a été la hausse moyenne. Pour soutenir l'économie, Jacques Chirac, Premier ministre, distribue des milliards d'argent public. 1,6 milliard de francs pour les personnes âgées, 3,4 milliard de francs pour les familles, plus de 13 milliards de crédits supplémentaires pour les équipements publics et industriels. À l'époque, la dette ne fait pas peur. Le présentateur du JT alerte cependant sur ce premier déficit. Il y a des ennuis financiers. Pour la première fois, en 1975, la sécurité sociale sera en déficit de 4,5 milliards de francs. À partir de cette année-là, la dette ne cesse d'augmenter. Parce que l'État dépense plus que ce qu'il collecte en impôts. C'est le déficit. L'État emprunte pour payer ses fins de mois. Avant même qu'on fasse quoi que ce soit, il y a un déficit qui est de plus de 50 milliards. 1981, arrivée de François Mitterrand. Les dépenses sociales et les réformes coûteuses comme la retraite à 60 ans creusent la dette. 27%. Avec la cohabitation, la droite baisse les impôts. Moins de recettes, mais autant de dépenses. C'est plus de déficit. Et donc, plus de dettes. 34%. 1993, crise du système monétaire européen, le franc est attaqué. Nouvelle récession, ça aggrave encore la dette, 48%. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Mais l'État ne réduit pas son train de vie. Tiens, j'étais déjà là pour commenter les déficits. L'objectif pour 1998, c'est de respecter le déficit des dépenses publiques qui ne doit pas dépasser 3%. Lentement mais sûrement, la dette augmente, 66% en 2007. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Bon, ça ne peut pas durer. Si, ça va durer. La crise financière de 2009 provoque une nouvelle récession. Plus de chômage, moins de recettes. La dette s'emballe, 92%. Je confirme ici l'engagement pris par la France de ramener le déficit public à 3% à la fin de l'année 2013. Tiens, je suis encore là pour constater que les promesses ne sont pas tenues. Les chiffres sont cruels. Le déficit sera bien cette année de 3,7% de la richesse nationale. À la fin du quinquennat Hollande, la dette atteint 101%. Bien sûr, chaque fois, les circonstances donnent aux dirigeants une bonne raison de s'endetter. Pour Emmanuel Macron, ce sera le mouvement des Gilets jaunes et, surtout, la crise du Covid. Pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. L'argent des plans de sauvetage coule à flot. Difficile ensuite de refermer le robinet. Résultat, vous connaissez la suite. Une dette de 3 416 milliards d'euros, près de 116% de la richesse nationale. Et bravo à Jean-Paul Chapelle pour cette magnifique histoire de la dette française. Et puis on voit, on l'a vu dans l'image, qu'il a très peu vieilli. Voilà, dans quelques instants, on va revenir sur la dette française avec le gouverneur de la Banque de France, je vous le disais, François Villeroy de Galhau, qui est notre invité. Mais d'abord, elle a longtemps été l'enfant malade de l'Europe. Elle est aujourd'hui le bon élève. Comment l'Italie a-t-elle fait pour redresser ses comptes publics? Quelle a été sa méthode, ses recettes? Raphaël Chapira et Florence Crimeau vous disent tout. À 64 ans, Pino Rizzo passe toutes ses journées debout. Le long de sa terrasse, ce serveur parcourt une vingtaine de kilomètres chaque jour. C'est pour quelle table, ça? Ah, parfait. Il travaille depuis qu'il a 16 ans. Mais comme de nombreux Italiens, il n'a pas été déclaré pendant plusieurs années. Et doit donc attendre l'âge de 67 ans pour espérer toucher la pension minimum. J'aimerais avoir le plaisir de dire que j'arrête, sans devoir attendre 67 ans, parce que je pense qu'après tant d'années de travail, on devrait être libre de décider d'arrêter ou non. Fixé à 60 ans jusque dans les années 90, l'âge de la retraite n'a cessé d'être relevé en Italie. En 2011, après la crise financière, au bord du défaut de paiement, le pays est pressé par l'Europe de mener une cure d'austérité. Déjà confronté au vieillissement de la population, le gouvernement de Mario Monti adopte une réforme des retraites parmi les plus sévères d'Europe, au point que la ministre du Travail elle-même a du mal à la présenter devant la presse. Nous avons dû, et ça nous a coûté psychologiquement, demander un...
Je crois que madame voulait dire sacrifice, comme vous l'avez compris. Les conditions pour partir à la retraite sont alors fixées à 67 ans et 42 annuités. Malgré la mobilisation, la réforme est votée et aucun gouvernement n'est vraiment revenu dessus depuis, y compris celui de Giorgia Meloni. Même lorsque les salariés ont cotisé plus de 42 ans, ils doivent attendre d'avoir 67 ans pour toucher leur retraite à taux plein. À 65 ans, ce cadre a plus de 44 annuités. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans ce local syndical pour calculer le montant de sa pension, avec un consultant spécialisé. À 67 ans, votre pension sera de 3 750 € net, c'est-à-dire 250 de plus que si vous partez maintenant. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire ? C'est évident que ces 250 € sont importants. Et j'ai besoin de gagner plus. J'ai un emprunt et un fils encore à l'université. Mais si je travaillais à l'usine, je ne pourrais pas faire le même raisonnement. Un âge avancé qui n'est en effet pas toujours facile à atteindre pour les travailleurs qui viennent ici. Les salariés qui ont un travail pénible sont fatigués. Cet âge de 67 ans a clairement détérioré les conditions de vie des gens. Ils sont plus fatigués, plus déprimés, et ils ont hâte de prendre leur retraite. Une loi difficile pour les travailleurs, mais indispensable pour les finances publiques italiennes. La réforme a envoyé un signal de rigueur qui a clairement porté ses fruits, car la situation financière de l'Italie s'est ensuite considérablement améliorée. Aujourd'hui, l'augmentation de l'âge de la retraite n'explique pas seule l'amélioration des finances italiennes. Le pays traverse une phase de stabilité politique quasi inédite, avec un gouvernement qui n'a pas changé depuis 3 ans, ce qui rassure les investisseurs. Le pays est aussi celui qui a bénéficié du plan de relance le plus important du continent après le Covid, près de 200 milliards de prêts et de subventions pour soutenir la croissance.